Je suis Valérie Pouliken, je suis coach professionnelle et consultante pour oser rêver sa carrière. Dans cette rubrique, j'ai à cœur de vous faire découvrir des métiers racontés par des professionnels passionnés. Vous ne verrez pas les étincelles dans leurs yeux, mais vous allez vibrer au son de leur voix et partager leur enthousiasme. J'espère qu'en les écoutant, vous aurez envie d'en savoir plus sur leur métier et pourquoi pas de l'exercer avec autant de passion. Bonne écoute! Bonjour, mon invitée aujourd'hui est Florence Zetoun qui est diamantaire. Alors c'est une femme très jolie et qui a des diamants sur elle. Et donc on va parler aujourd'hui de diamants et de belles pierres précieuses. Florence, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et je vais commencer par te demander, qu'est-ce qu'un diamantaire ? Alors un diamantaire est un professionnel du diamant, comme le nom l'explique, par opposition au gémologue. Un gémologue, en fait, va être beaucoup plus dans la pierre, tout ce qui n'est pas diamant, justement, puisque le mot gémologue vient du grec géma, la pierre. Donc, la gémologie, c'est la science des pierres. Des pierres précieuses ? Des pierres précieuses et D'accord. semi-précieuses. Et semi-précieuses. Alors que le diamantaire, lui, ne pratique que le diamant. C'est une science à part, c'est une technique à part, et c'est une manière, par sa cristallographie, par sa géologie, et par sa manière de le travailler, de le comprendre, de l'estimer, c'est une manière tout à fait différente de l'approcher que la gémologie. C'est pour ça que la gémologie, c'est tout sauf le diamant, et le diamantaire, il est purement diamantaire, il ne connaît pas forcément, même des fois pas du tout, toutes les autres pierres. D'accord. Et donc toi, tu as fait les deux. Tu t'es intéressée à l'étude du diamant et des pierres précieuses. Alors, sur le diamant, si on reste un petit peu dessus, ton travail consiste en quoi ? Alors effectivement, donc moi j'ai mes premiers amours étaient les pierres de couleur. Et je n'étais pas forcément attirée par le diamant, parce que le diamant, en fait, est une pierre blanche qui n'envoie justement pas de couleur et qui, selon moi, n'avait pas forcément le charme d'une pierre de couleur. Et alors, j'avais tout d'abord fait des études de gémologie à Anvers, et puis c'est après après avoir travaillé chez Christie's que j'ai découvert que le diamant était une belle pierre. Et j'ai décidé de retourner à Anvers et de passer le diplôme donc de diamantaire. Et donc aujourd'hui, en tant que diamantaire, je vends du diamant et je vais détecter les plus belles pierres selon les besoins de mes clients. Ou simplement des pierres qui sont très belles et qui se présentent à moi. Et je saurai les expertiser, je saurai trouver en elles ce qui fait leur critère de beauté et qui va me permettre de l'acquérir pour moi-même ou pour les besoins d'un client. D'accord, donc toi, tu expertises les diamants ? J'expertise et je vais détecter, je vais rechercher la plus belle pierre. Parmi des diamants, par exemple, pour être plus concret, quelqu'un qui recherche un diamant d'1 carat, couleur F, pureté VS, VS2, puisqu'en fait, voilà, il y a des critères qui font la rareté et la qualité d'un diamant, l'appréciation d'un diamant. C'est quoi ? C'est la taille, c'est le poids ? Alors, c'est la loi des 4 C, C de carat, C de couleur, C de clarity et C de cut. Donc, clarity, c'est la pureté, cut, c'est la taille. Couleur, donc c'est la blancheur. Il existe différentes blancheurs avec une graduation allant de D jusqu'à Z. Et le C de carat, c'est le poids, c'est l'unité de mesure. Et pour la petite anecdote, 1 carat est égal à 0,20 grammes. Et le mot carat vient de la graine du caroubier, qui est un arbre que l'on trouve au Sénégal, qui produit des fruits comme un haricot vert, avec à l'intérieur des graines
les graines de caroubier. Et quand on a commencé à commercer le diamant, on n'avait bien sûr pas des calculettes, etc. C'était un petit peu à l'état enfin, primaire comme ça. Et alors, on s'est servi de ces graines de caroubier pour pouvoir peser les pierres qu'on trouvait, parce qu'on s'est rendu compte que chaque graine, quelle que soit la taille du fruit, donc du caroubier, de ce haricot vert en quelque sorte, et quelle que soit la taille de l'arbre, toutes les graines de caroubier pèsent 0,20 g. Et c'est comme ça que la graine de caroubier, le carat, est devenu l'unité de mesure. Ah, super intéressant. Donc, alors, par contre, toi, tu ne tailles pas les pierres, on est d'accord, c'est un autre métier. Exactement. Dans l'univers des pierres, que ce soit d'ailleurs la gémologie, donc avec les pierres de couleur, ou dans l'univers du diamant, il y a beaucoup d'acteurs qui participent à la concrétisation d'un bijou, ou là, on parle de la pierre, donc à la beauté de la pierre, puisque une pierre, en fait, on l'a brute, hein, de par toute cette géologie, le monde géologique des pierres. Donc on les trouve dans les roches, on est bien d'accord. Voilà, on les trouve, notamment le diamant, il cristallise à 150 km de profondeur, oui. avec des pressions terrestres énormes, avec plein d'accidents de la nature qui font que le diamant, il est né diamant, mais il peut arriver gaz carbonique au final. Il y a plein de choses, il peut avoir cristallisé diamant blanc, et il arrive à la surface du sol au moment de son extraction, diamant noir. Donc il y a plein d'accidents de la nature qui font la rareté également du diamant, en plus d'autres choses évidemment. Une fois qu'on a ce brut, en fait, ce brut ne ressemble à rien en fait, puisqu'il a comme une écorce d'orange, il a une forme octaédrique qui est sa cristallographie, et comme une toupie en fait, avec une écorce d'orange. Donc il est pas beau, il brille pas. Et qu'est-ce qui va faire que cette pierre va devenir belle? C'est la main de l'homme, c'est la taille. C'est cette manière que c'est à la fois le diamantaire qui va orienter le tailleur par rapport au brut à exploiter au mieux ce brut, exploiter au mieux la matière pour qu'au final on ait le moins de pertes possible, et également au tailleur de savoir parfaitement mettre en lumière, sans faire de jeu de mots, le brut pour le transformer en diamant taillé et faire en sorte que les rayons lumineux dans la matière vont briller et faire en sorte que cette pierre va être magnifique tant en qualité que en brillance, puisque c'est ce qu'on recherche nous les femmes ou les hommes, d'avoir une pierre qui brille sur la main. Oui, parce que le diamant, c'est ce qui fait rêver. Exactement. Tous les films avec Marilyn Monroe, par exemple. C'est ça. Et en bijouterie, c'est le must, je crois. Et toi, tu dessines des bijoux. Oui, c'est ça. Alors, à partir de diamants, mais aussi de pierres précieuses. Oui, parce qu'en fait, étant passionnée par les pierres, et ce qui m'intéresse vraiment dans mon métier, c'est justement la géologie. D'ailleurs, j'ai eu dans mes cours de gémologie, j'ai une grande partie de cours de géologie. J'en avais même fait un cursus supplémentaire pour ma curiosité personnelle. Je suis passionnée par tout ce qui se passe sous nos pieds. Et on oublie qu'il se passe des tas de choses et que tout est accidentel mais miraculeux. Par exemple, un saphir peut être d'un bleu extrêmement beau s'il a eu un bon cocktail de fer, de titane, d'oxygène, d'aluminium qui sont venus dans les bons quotas, entre guillemets, ont permis la croissance du minéral. Comme le bleu du saphir, en fait, est apporté par le fer, le titane, si on se retrouve dans un pays où les sols sont très ferrifères, le saphir sera d'un bleu trop foncé, donc moins appréciable. Il va y avoir moins de lumière dans le bleu, ou le bleu ne sera pas très agréable au regard. Donc tout ça va faire sa qualité. Pareil pour le rubis, pour l'émeraude. Donc chaque pierre a son destin. Et chaque pierre a son destin
on peut vraiment parler j'aime bien cette expression, un accident miraculeux de la nature. Parce que tout est, rien n'est contrôlé, rien n'est maîtrisé par l'homme, c'est juste la terre qui parle. D'accord. Alors, juste pour rappeler les pierres précieuses en dehors du diamant, c'est le rubis, le saphir et L'émeraude. l'émeraude, c'est ça. Voilà, c'est une classification qui est valable pour la France. Car l'histoire de la France, qui a été très bercée par le bijou, en fait, a classé ces pierres comme précieuses. Et puis il y a eu un décret au XXe siècle où on a décidé de baptiser toutes les pierres fines. Alors c'est dommage parce qu'on donne plus cette frontière entre pierres précieuses et pierres semi-précieuses, on les appelle toutes pierres fines, mais en fait l'histoire de France, notre éducation fait que on a quand même toujours conservé cette frontière entre les pierres précieuses et les pierres semi-précieuses. Et considérant donc toute cette géologie, j'aime à mettre en lumière ces pierres, j'aime à mettre en lumière donc les destins de ces pierres sur une monture, en inventant, en ayant certainement été bercée par mon histoire, par mon éducation, par mon chemin de vie, qui m'a fait naître mon style. Ce style entre l'ancien et le moderne, ce qui m'intéresse. J'ai fait une thèse sur l'histoire du bijou à travers les siècles. Ça chez Christie's. Christie's a été une grande maison de vente aux enchères et ça a été un vrai point de départ pour moi. Ça m'a beaucoup marqué, tous ces trésors qu'on peut y trouver, toutes ces personnes qui viennent avec leur héritage, leur histoire de famille. Apporter des bijoux avec des mains d'œuvre ancestrales qu'on ne fait malheureusement plus maintenant et qui donne cet héritage, qui a donné cet héritage à la France, mais à tout autre pays, chaque pays ayant son héritage personnel quant à la technicité de ses bijoux et l'histoire de ses bijoux. Et donc tout cela, ça m'a inconsciemment certainement, ça a orienté un style, ça m'a conduit vers un style. Moi-même, je ne prétends pas être une femme hyper moderne. La mode ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est justement l'authenticité, c'est justement le charme et l'histoire. L'histoire, ouais. Donc, quand un bijou parle, c'est comme une personne parle, qui transpire son histoire, qui transpire sa sensibilité, qui transpire son hypersensibilité, qui transpire son authenticité, c'est ça ce qui m'intéresse. La mode, l'éphémère, le m'as-tu vu, l'ego, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le charme. C'est ce qu'on retient. On retient moins la beauté et on retient plus le charme. Et j'espère le dévoiler à travers mes créations. D'accord. Alors toi, tu as créé Jewel to Face, qui est un concept, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors en fait, j'ai créé Jewel to Face, le bijou qui vous ressemble, qui est un concept où je croise la psychologie à la joaillerie, ayant un parcours dans la psychologie énergéticienne et dans la psychologie comportementale. J'ai voulu croiser mes deux passions, donc la psychologie et la gémologie et la joaillerie, l'esprit créatif. Et pour cela, en fait, je vais utiliser toutes mes techniques pour pouvoir m'immerger dans la personne, comprendre la personne de son intérieur, toujours pareil, comme une pierre dont on va comprendre l'histoire géologique avant même de comprendre pourquoi elle est plus bleue, moins bleue, qu'elle a une petite inclusion. Et c'est ça, justement, l'imperfection fait la perfection. D'accord. Et je vais je vais partir de la page blanche. Je vais mettre de côté tout mon style, même si on va retrouver évidemment ma patte, mais c'est la personne qui va me raconter son histoire au travers d'une discussion, d'un échange, et au travers de ma vision intérieure de la personne, puisque j'arrive à m'immerger dans l'inconscient de la personne et traduire tout ce que je ressens d'elle en bijoux. C'est vraiment ça le concept.
Je Tu parles du regard d'ailleurs, je crois. C'est que tu parles beaucoup du regard de la personne Oui, pour t'inspirer oui, et faire un bijou qui va lui ressembler. oui. Quand on regarde quelqu'un, le regard, c'est magnifique en fait. Le regard traduit tout ce que on ose dire, tout ce qui nous fait. En fait, bien sûr, c'est le troisième œil, mais c'est aussi le berceau des émotions. C'est le berceau de nos peurs, de nos angoisses, mais de notre beauté, en fait. C'est ce lien entre notre intérieur et notre extérieur. Et donc, en fait, on ne peut absolument ni se trahir, mais on peut se trahir par notre regard. On peut vouloir camoufler une émotion, mais en fait, on trahit notre émotion au travers de notre regard. Donc, notre regard, en fait, finalement, est notre âme. Et Jewel to Face va capter ce regard, va capter cette beauté intérieure, tout ce qu'on ose s'avouer, tout ce qui fait notre richesse intérieure. Je compare toujours une femme ou un homme, puisque un homme peut se faire un bijou sur mesure, également un bijou Jewel to Face. Ah voilà, parce qu'il y a des hommes qui portent des bijoux, des diamants, des pierres précieuses. Oui, tout à fait. Sur des montres, sur des bagues, enfin comment ça... Alors, en plus de Jewel to Face, donc le bijou sur mesure, à travers votre regard ou le bijou qui vous ressemble, j'avais créé en 2015 une ligne de bijoux pour hommes. Des bracelets. Je m'étais arrêtée sur le bracelet parce que un homme difficilement va porter un collier, une bague. Déjà, quand on réussit à lui mettre une alliance, c'est victoire. Mais un bracelet, c'est un accessoire de mode. Et puis le bras, donc bracelet ou bague, c'est le seul organe qu'on a toute la journée en face de nous. Ça veut dire qu'on va apprécier un bijou à le regarder en face. Donc, bague ou bracelet. Et donc, j'ai privilégié le bracelet pour l'homme. J'avais travaillé, puisqu'en fait, la joaillerie, la gémologie, pour moi, c'est une reconversion professionnelle. Avant, je faisais un tout autre métier. J'étais dans le commercial, dans le marketing, dans l'hôtellerie de luxe et puis dans la mode enfantine. Et quand je travaillais dans l'hôtellerie de luxe, je m'occupais de développer, je travaillais pour la chaîne Hyatt Hotels in the world, et je commercialisais tous les hôtels Hyatt du monde entier sur le marché français, et je m'occupais également de toute la commercialisation, l'ouverture des nouveaux hôtels. Donc je faisais des études de marché pour bien comprendre comment implanter un hôtel sur le marché en question. Et pour cela, rien de mieux de comprendre la culture du pays où on a implanté l'hôtel, de comprendre les us et coutumes des clients qui vont dans tel hôtel, etc. Leur comportement, leur psychologie face à un voyage, face à la fréquentation dans un hôtel de luxe, etc. Et savoir également quel type de service on pouvait inclure dans cet hôtel, et également la manière dont le client allait, oui ou non, se restaurer dans le restaurant de l'hôtel ou aller au spa, etc. Et puis, donc, comme j'ai fait beaucoup d'études de marché comme ça sur beaucoup d'ouvertures d'hôtels, ça m'a donné une vision assez large des comportements d'un client au niveau mondial. Et je m'étais rendu compte que, notamment quand j'avais fait cette étude, on m'avait demandé de faire une étude sur les spas dans les hôtels. Oui. Et les comportements des clients allant au spa et consommant du spa à travers le monde. Et j'avais remarqué que l'homme allait se féminiser, allait de plus en plus s'occuper de lui. On était encore à une époque, ça c'était dans les années 1997, 98, 99, donc un peu à l'âge des dinosaures. J'avais remarqué que les hommes, puisque j'interviewais également, ils me disaient souvent, avec des études de marché, ils me disaient souvent à l'étranger qu'ils voulaient s'occuper d'eux, mais qu'ils ils ne se sentaient pas à pousser la porte d'un institut de beauté et se retrouver confrontés à des femmes et au regard des femmes. Oui. Et donc, en fait, c'était presque en cachette
qu'ils allaient s'acheter des produits de beauté, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de ligne de crème pour hommes, etc. Et donc, c'était beaucoup plus courant à l'étranger qu'en France. En France, l'homme est tout à fait, de par son histoire, il est beaucoup plus à maîtriser ses émotions, à maîtriser son comportement. N'exprime pas sa part féminine. Voilà. Exactement. Il faut pas pleurer, etc., etc. Même si c'est universel, mais il y a des cultures où on accepte et on s'autorise à accueillir ses émotions davantage qu'en France. Et puis, au travers de toutes ces études de marché, en fait, ça m'a fait comprendre qu'un jour, l'homme se féminisera. En ce moment, on est en plein là-dedans. Oui. Tant par la mode que par la beauté et des spas, où maintenant, même quand on va faire une pédicure ou une manucure, c'est pas courant, mais il se peut très bien qu'il y ait un homme qui ose pousser la porte et être au milieu de tous les pieds des femmes et les mains des femmes en train de choisir la couleur de leur vernis à ongles, et eux vont se faire une pédicure ou une manucure. Et en fait, donc en 1997-98, en ayant fait toutes ces études de marché, je me suis dit, tout ça, je le garde dans un coin de ma tête, mais je sais qu'un jour, ça arrivera. Et quand j'ai créé en 2015 ma ligne de bracelets pour hommes, c'était ce fil rouge qui s'est matérialisé dans la création de James Forman, donc ma marque de bracelets pour hommes. Et j'ai voulu pour cela faire quelque chose de très raffiné, très élégant, un peu féminin, mais en même temps très masculin. Et j'ai combiné le cuir, des très beaux cuirs, à de l'or, 18 carats, et des diamants. Tel est le bracelet James Forman. Donc je mixe, j'ai fait des variantes en fait. J'ai inventé à l'aveugle des combinaisons, du lézard, orange par exemple, avec une barrette en or mat, en or blanc mat, et puis des diamants jaunes. Alors ça faisait cet esprit un petit peu comme tennis. Et à chaque fois, je crée un univers. Donc chaque bracelet raconte une histoire ou raconte un univers. D'accord, donc ça c'est les bracelets pour hommes, donc c'est un univers que tu inventes. Et pour les femmes, Jewel to Face, alors c'est des bijoux que tu fais sur mesure. Alors ça c'est que pour des femmes, on est d'accord? Pour des femmes ou pour des hommes? Ça peut être pour des hommes aussi. Oui, j'ai eu l'occasion. C'est quelqu'un qui vient te voir et qui te dit je voudrais offrir à ma femme un bijou, à ma fille, à je sais pas qui. Donc tu demandes à rencontrer la personne, c'est ça? Oui. Alors, ce concept est justement nouvellement rentré au Bon Marché à Paris. Oui, parce que tu as aussi un stand à Paris, c'est ça? Alors, c'est dans les salons particuliers. Donc, je n'ai pas un stand, mais c'est dans les salons particuliers. Ça veut dire c'est au 3e étage du Bon Marché, dans les étages VIP. Donc, c'est sur demande. Je me déplace au Bon Marché pour rencontrer la femme qui a eu écho de ce concept et qui a envie de se faire un bijou qui lui ressemble et ne pas se retrouver avec un bijou qu'on voit qui a une marque ou un bijou dont qui n'aurait pas d'histoire. En fait, ce sont toutes les personnes. Alors, comment je m'y prends en fait? Ça peut être soit une cliente qui a divorcé ou qui ne met plus des bijoux qu'on lui a offerts, ou qui a hérité de bijoux de sa grand-mère, de sa tante, de sa maman, et qui ne sont pas adaptés à sa personnalité, ou qui ne sont plus portables dans la société dans laquelle nous vivons. Et elle aimerait se faire un bijou, refondre tout cela, et se créer un bijou pour elle, mais elle n'en a ni l'idée. Et quand elle a été visiter des boutiques, me confie-t-elle, elle n'a pas été séduite forcément par les idées qu'on lui a proposées. Soit idées trop traditionnelles, soit idées trop standardisées, soit copies, ou un mix de copies de plein de modèles existants, ou alors vraiment trop classiques. Elle veut porter en fait les pierres qui sont sur les bijoux de sa famille. C'est ça. Donc il y a de l'ordre de la transmission. Elle veut porter sur elle un peu sa famille. C'est ça. Mais elle ne sait pas comment le matérialiser en quelque chose de beau, d'esthétique et qui lui ressemble. Exactement. Exactement. Et elle veut quelque chose que l'on ne trouve pas ailleurs.
d'unique. d'unique. Et mon maître mot dans ma créativité, justement, c'est l'unicité. C'est un bijou de caractère et un bijou unique. Et enfin, un bijou qui vous ressemble. Je travaille vraiment sur cette trame avec des pierres de qualité. Mais si la personne a, par exemple, une pierre qui n'est pas forcément très belle, je vais trouver une idée, je vais encore plus raconter une histoire dans le bijou pour que l'œil ne soit pas arrêté par la beauté un peu plus médiocre de la pierre, mais on va vraiment transporter la personne dans l'histoire de ce bijou et on va presque faire un pied de nez à l'œil qui ne s'arrêtera pas sur, encore une fois, cette pierre médiocre, mais on va vraiment... c'est un conte de fées, c'est une histoire, c'est leur histoire. Tu vends du rêve aussi. Exactement. De la beauté, en tout cas. Exactement. Alors, comment, maintenant, j'ai compris effectivement que tu essayes de trouver quelque chose d'unique qui va plaire à la personne. Comment tu arrives à traduire, par quelles étapes tu arrives à traduire ce que tu ressens de la personne en discutant avec elle, en la regardant dans les yeux, en un dessin d'un bijou? Alors, j'ai ma technique. Donc, je vais pas dévoiler ma technique, mais Non. j'utilise... On va garder un peu de mystère. Voilà. Donc, les yeux me permettent de m'évader, en fait, et de m'immerger dans l'inconscient de la personne. Donc, je travaille vraiment sur cette phase conscient-inconscient. Et en posant quelques questions également à la personne, ce que je cherche à faire, c'est sublimer l'histoire de la personne, sublimer sa beauté intérieure et créer un bijou qui ne sera presque même plus un bijou, mais ce sera un talisman. Et cette personne va tellement se reconnaître dans ce bijou, le bijou va tellement lui parler, elle va comprendre à quel point c'est une partie d'elle qu'on a travaillé, que c'est les dires de mes clients, c'est souvent « Ah, mais j'ai tellement de beaux bijoux, et depuis que vous m'avez fait ce bijou, je ne porte plus que celui-ci. » À un point tel qu'il y a souvent des personnes qui m'ont dit, et ça c'est un vrai compliment pour moi, « Ah, mais un matin, j'ai oublié de mettre ma bague. J'allais arriver en retard à mon rendez-vous, et ben je me suis pas bien sentie toute la journée parce que j'ai pas pu remonter la prendre. » Et puis une autre, voilà. Et puis une autre qui m'a dit, il a fallu que je remonte à la maison parce que j'avais un rendez-vous important et je savais qu'elle allait me porter chance. Et ça, c'est les plus beaux compliments, les plus beaux retours de ma clientèle sur un bijou de Jewel Too Faced. Elle s'identifie au bijou finalement. Exactement. Part d'elle. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et nous avons tous, je compare toujours la femme à une pierre justement, parce que une pierre, en fait, lorsqu'elle cristallise sous le sol, il y a plein de phases et plein, encore une fois, d'accidents de la nature. Une surchauffe terrestre qui fait qu'il va peut-être y avoir une petite fêlure intérieure qui va créer une inclusion par la suite, une fois que la pierre est extraite, où il va y avoir la température terrestre qui va augmenter d'une manière telle que sur certaines pierres, la couleur n'est pas stable. Et elle peut changer lorsque la température terrestre augmente de manière significative. Donc, elle est devenue violette. Je pense par exemple au cas d'ailleurs de l'améthyste, qui peut devenir, elle n'a pas sa couleur stable, et elle peut devenir citrine ou quartz fumé en fonction de l'élévation de la température terrestre. Donc, elle change de couleur. Et la femme, donc voilà, tous ces accidents de la nature peuvent créer une force finalement. La faiblesse devient une force. C'est comme la femme, nous avons tous nos parcours de vie, nous avons tous nos chagrins, mais nos joies, et telle une érosion, nous renforçons et notre caractère, notre identité va devenir le fruit de toute du temps en fait de notre vie.
de notre histoire que nous avons parcourue. Et donc, ça en vient à faire une force. Donc, la femme, je la compare toujours à une pierre. Et c'est ça ce que je mets en avant, je mets en lumière pour que la femme, l'histoire de la femme, malgré ses chagrins, malgré ses détresses, malgré ses ruptures de vie, eh bien, on va extraire en elle ce qui a forgé son caractère, ce qui a fait sa puissance, sa personnalité. Et pourquoi Jewel to Face est un bijou de caractère, en quelque sorte. Le bijou qui vous ressemble. Très bien, très clair, tu sens très passionné. J'ai envie de te parler aussi d'autre chose que tu as mis en place, c'est les soirées champagne diamant. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand j'ai travaillé dans l'hôtellerie et dans la mode enfantine, j'avais toujours des fonctions d'organisation. Donc, j'ai toujours été très polyvalente, toujours orientée communication aussi, commercial, communication, marketing, développement. Et tant chez Hayat que chez Jacadi, qui était la société pour laquelle je travaillais en mode enfantine, eh bien, j'organisais des événements extérieurs. Donc, comme j'adore organiser, j'adore l'événementiel, j'ai voulu, dans mon nouveau métier, ma société que j'ai créée en 2003, j'ai voulu créer un onglet, entre guillemets, événementiel. Et comme j'adore transmettre, puisqu'en fait la gémologie et le monde du diamant et le monde de la joaillerie est un monde où on met volontairement un voile qui est assez mystérieux. Et c'est bien parce qu'en fait c'est là qu'intervient le rêve, la rareté, la préciosité. Mhm. Mais j'ai voulu transmettre cette passion que j'ai moi-même pour la pierre, et j'ai commencé à donner des conférences et donner des cours à non pas des personnes qui deviendraient gémologues ou diamantaires, mais à des personnes tout à fait intéressées par ce monde-là, tout comme on pourrait aller à un cours Oui, sur les le vin. néophytes qui ont envie de s'intéresser à quelque chose Exactement. qu'ils ne connaissent pas. C'est ça. Et donc, j'ai été, dans mes débuts, professeure à l'école d'art de vivre à la Française. Je donnais des cours sur le monde de la gémologie et de la joaillerie. Et donc, voilà, par toute cette transmission, soit par les cours, ou ensuite, je me suis présentée à des entreprises et je faisais du phoning pour pour proposer de donner des conférences en entreprise sur la gémologie et le diamant. J'ai été un jour repérée par quelqu'un, c'était une maison de champagne qui m'avait demandé de faire cette conférence et on m'a dit apparemment que je passais bien au micro et que surtout je transmettais bien ma passion. Et ce monsieur m'a demandé de faire une soirée, de concocter une soirée avec comme finale de mettre un diamant dans des coupes de champagne. C'est un concept qui venait du Canada. Donc il m'a donné le final. Et il m'a demandé de créer tout un concept soirée autour de cela. Et donc, je me suis servi de tout mon savoir, de toute mon éducation en gémologie et diamant pour conceptualiser cette animation. Donc, que j'ai appelé l'animation champagne diamant, les soirées champagne diamant. Le but est de faire gagner au cours de la soirée un diamant ou des diamants, ça dépend combien de diamants sont mis en jeu, donc à un invité ou à des invités. Voilà, donc ce sont des soirées qui... Ce sont des soirées privées. Ce sont des soirées privées. Des entreprises, des particuliers qui décident d'organiser ça? Oui, alors en fait, le contexte peut être une société qui a une soirée gala, et qui veut avoir une animation pendant la soirée. Ça peut être un lancement de produit, ça peut être des résultats de fin d'année. Oui, c'est une sorte de séminaire ludique. Exactement, voilà, avec une animation, tout comme on pourrait avoir soirée casino, mais on peut avoir casino et diamant aussi. Ça m'est arrivé aussi de me retrouver dans des soirées où il y a différents pôles d'animation, dont trouver un diamant. Et puis j'ai eu l'occasion de faire ces soirées, des soirées totalement privées pendant un mariage.
au moment, pendant un cocktail, avant de passer à table. Au moment où on est toutes, nous les femmes, sur nos talons et on n'en peut plus et on a juste envie de bouger, mais en fait, on a une partie un peu théâtrale pendant un apéritif, un cocktail, où tout le monde est un petit peu encore sur sa réserve, ne connaît pas forcément tout le monde. Eh bien, ça démystifie, ça permet à chacun de se mettre à l'aise et donc on a organisé donc l'animation Champagne Diamant et chacun recevait une coupe de champagne. Il se demandait s'il y avait le diamant au fond du verre. Et donc voilà, moi j'ai une articulation dans mon animation et jusqu'à découvrir qui a gagné le diamant. Et là c'est la révélation. Et donc tout le monde se parle, ça crée une ambiance très conviviale. Donc tout le monde compare sa petite pierre. Donc tu mets du zirconium dans les coupes. Dans le reste des coupes, voilà. Et puis, tout le monde essaye de trouver où est le diamant. Voilà. Et par mon expertise, donc. Et donc après, toi, t'as quoi comme outil pour vérifier la pureté du diamant, sa taille, enfin les quatre son poids, etc. Mm-hmm. Comment ça s'appelle l'instrument? C'est une sorte de lunette, c'est quoi? Alors c'est une loupe. C'est une loupe. C'est vrai que le monde de la gémologie et du diamant, c'est comme un dentiste en fait. On a plein d'outils. Oui. Mais notre outil vraiment de travail, c'est la loupe. Et puis une pince pour pouvoir tenir la pierre. Mm-hmm. Aussi petite soit-elle. Bon, si c'est une pierre de 15 carats, on n'aura même pas besoin de la pince. Mais voilà, c'est la pince et la loupe. Et la loupe, c'est vraiment notre outil qui va nous permettre d'expertiser une pierre et de vérifier s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse pierre, d'une pierre d'imitation. Bon, après, bien sûr, il y a d'autres outils beaucoup plus techniques et beaucoup plus gémologiques qui vont nous permettre de comprendre quelle est la densité de la pierre, le réfractomètre, ou voilà. Il y a plein d'étapes qui vont aller jusqu'à la conclusion du nom de la pierre, son indice de réfraction, etc. avec le réfractomètre. Mais dans la vie de tous les jours, entre guillemets, c'est la loupe qui nous permet de faire du tri de pierre, qui nous permet d'apprécier une pierre, qui nous permet, lorsque quelqu'un nous montre un bijou, on s'immerge grâce à la loupe dans la pierre et on peut, tout comme la femme, comprendre les tripes, entre guillemets, de la pierre. Tu vas pouvoir connaître son âge, pas forcément, à la pierre. Alors, on peut détecter la mine, d'où provient la pierre, simplement en envoyant la pierre au laboratoire. Il y a des laboratoires dont les principaux sont Anvers et New York. Et puis ensuite, il y en a un petit peu partout. Il y en a aussi à Paris. Mais bon, voilà, les deux plus grands côtés, c'est celui d'Anvers et celui de New York. Il y a aussi la Suisse pour les pierres de couleur. Et donc, ils ont des grosses machines, comme des gros scanners très, très, très performants, qui vont pouvoir, en allant vraiment, vraiment dans la structure cristalline de la pierre, qui vont pouvoir nous donner le nom de la mine, donc sa géographie, où est-ce qu'elle a été cristallisée. Exactement. Et alors, d'où te vient... Alors, tu es passionnée par les pierres, ça se sent tout de suite dans ton discours. D'où ça te vient, cette passion? Tu as une famille qui travaille la pierre ou tu as été dans un environnement particulier? Alors, pas du tout. Je viens d'une famille de scientifiques, d'intellectuels. Et j'ai toujours été un petit peu, je me suis sentie toujours un peu la brebis galeuse parce que j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans le marketing et dans le commercial, un peu pour suivre cette trajectoire familiale. Mais en fait, je me sentais toujours à côté et je ne me sentais pas épanouie, je me sentais toujours créative en fait. Donc, je crée un petit peu mon monde imaginaire. À côté de ça, j'aime beaucoup mettre en valeur les autres parce que je pense qu'il y a une beauté dans chacun de nous, mais qui est dévoilée ou non dévoilée. Et c'est la curiosité qui nous permet d'aller au-delà de l'apparence. C'est pourquoi l'apparence ne m'intéresse pas. Ce
qui m'intéresse, c'est vraiment les fonds intérieurs. Encore une fois, Joel Two-Face, aller Oui. derrière la personne, comprendre son histoire, comprendre une réaction. Rien n'est grave si elle réagit, c'est automatiquement parce que quelque chose l'a touchée qui remonte à son histoire. Mais quelle est son histoire? Donc on a tous et toutes nos faces cachées, mais qui peuvent être de telle beauté, bien plus que l'apparence. Et en fait, ce qui m'a intéressée en fait, c'est donc j'allais chercher toujours quand j'étais étudiante, j'avais pas les moyens, mais j'adorais aller fouiner dans des magasins et repérer des petites paires de boucles d'oreilles. Et j'étais toujours connue pour repérer le petit accessoire qui fait la différence, le petit accessoire hors du commun. À un point tel que mes copines me demandaient d'aller acheter pour elles des accessoires. Et puis, et alors ce qui m'a toujours intéressée justement, c'est les pierres. J'étais émerveillée devant ces magasins de pierres avec des blocs de brut tout à fait différents qui presque à travers la vitrine et mon regard d'enfant, je voyais ces pierres presque comme si elles me parlaient. Tu parles de bijoutier alors que tu regardais. Non, il y a des magasins qui ne vendent que des pierres. Ah, La minéralogie. D'accord, la minéralogie. Et les minéraux, et ça m'intéressait et ça m'intriguait. Et je trouvais que c'était absolument magnifique. Et tout comme on peut s'intéresser au monde marin, mais je m'intéressais au monde souterrain, mais géologique, avec les pierres. Mais encore une fois, c'était la couleur qui m'intéressait. Et tu n'envisageais pas à cette époque de devenir diamantaire ou gémologue. Tu savais peut-être même pas ce que c'était. Exactement. Pas du tout. Pas du tout. C'était juste une attirance. C'était une attirance. Et puis, j'ai eu un grave accident de voiture dans ma vie, où j'ai failli perdre la vie. J'ai manqué 6 mois, en fait. J'ai eu une interruption de 6 mois et donc ça a chamboulé complètement mon existence. Et j'ai à mon retour sur Terre, en fait, quand j'ai pu à nouveau marcher, je me suis jurée d'arrêter ce que je faisais et de vibrer et de vivre. Et j'ai voulu changer de métier. Je n'ai pas été forcément aidée par mon environnement où on soufflait à l'oreille que je n'avais ni famille dans ce monde fermé, des pierres précieuses ou pierres semi-précieuses ou de la joaillerie, et encore moins de connaissances, que je démarrais sur rien. À l'époque, j'avais une trentaine d'années. Et puis donc c'était j'avais déjà des années d'expérience dans un monde professionnel qui n'était pas celui-ci. Et comment à l'époque, je parle des années 2000, je crois. La reconversion n'était pas encore quelque chose de très très courant. Exactement. Et puis on pouvait pas passer. Aujourd'hui, c'est courant. On est avocat, on peut devenir prof de yoga. On entend ça surtout depuis Covid. Mais à l'époque, ça n'existe pas. On avait une trajectoire tracée, on la suivait. On n'avait certainement pas plusieurs vies en une. Aujourd'hui, c'est tout à fait banal. C'est accepté, oui. Et donc j'ai suivi en fait mon instinct. Et comme je sortais de cet accident, pour moi, je recommençais à zéro. C'était une page blanche. C'était bon, j'ai eu un vrai, ça a été un vrai voyage spirituel et psychologique que de m'en sortir. Et pour moi, c'était même pas une renaissance, c'était une naissance. Que j'ai appris à me connaître finalement. Comme quoi, toute mauvaise chose devient une chose positive. Alors, on n'espère pas avoir ni une maladie, ni un accident, mais en tous les cas, c'est toujours révélateur quand on veut bien écouter le message qu'il y a derrière ces ruptures de vie. J'ai pas cherché à comprendre quel était le message, mais c'est arrivé à moi. Peut-être justement cette créativité, cet imaginaire que j'ai toujours eu petit, qui est redescendu dans ma conscience. En tous les cas,
Dans ma conscience, il paraît que quand je me suis réveillée, j'ai dit que je voulais travailler dans les pierres. Et donc, c'était vraiment ce goût pour les pierres, hein, mais dans l'imaginaire, qui est devenu une évidence. Et à l'époque, j'avais mis de côté de l'argent, puisque j'avais quelques années d'expérience professionnelle derrière moi, pour éventuellement pouvoir m'acheter un appartement. Et bien en fait, j'ai tout mis pour financer mes études, puisque ce sont des études onéreuses. Et je me suis Tu as fait des lancée études en gémologie. en gémologie, mais en France ou en... Alors au début, j'ai fait un cursus en France, mais qui n'était pour moi pas suffisant. J'ai voulu avoir encore plus de notions, toujours cette recherche de comprendre sur les pierres. Et Anvers est une plateforme Oui. assez connue pour les pierres, encore plus pour le diamant. Mais il y avait, en faisant des recherches, j'ai compris qu'en fait, les deux meilleures écoles, c'était soit New York, soit Anvers. J'étais à un stade de ma vie où je ne voulais pas forcément aller loin, je voulais pas court-circuiter, mais aller droit au but en fait, comme si j'avais plus de temps à perdre. Et donc j'ai choisi l'Europe, donc Anvers, pour pouvoir poursuivre et perfectionner mes études et mes connaissances en géologie et en gémologie. Donc je suis diplômée du HRD, Hogerhaft for Diamond, qui est dans la bourse du diamant. Donc il y a un cursus pour les pierres de couleur. Et puis après, j'ai fait ce même cursus pour le diamant. Okay. Et donc là, tu t'es retrouvée avec des personnes qui étaient issues de la joaillerie, qui étaient déjà dans cet univers-là, qui avaient peut-être des parents qui étaient déjà, et toi, tu t'es retrouvée un peu électron libre, un peu parachutée. Exactement. Et comment tu t'es ancrée dans ce monde? Comment tu t'es fait des relations? Alors en fait, ça a été un peu compliqué, mais en même temps, je ne me suis pas arrêtée à ça. Parce que pour moi, je sortais d'une expérience de ma vie tellement accidentelle, hein, sans faire de jeu de mots. C'est ça, toujours pareil, hein, on est toujours. Et donc, c'est comme si ma passion sortait de mon corps, en fait. Même si, donc encore une fois, dans mon environnement, on me disait t'es pas issu d'une famille de gémologues, de diamantaires, il n'y a pas de bijouterie, il n'y a pas de bijoutier, on t'attend pas. J'ai entendu ces phrases mais 1000 fois. Mais il n'y a pas énormément de diamantaires et de gémologues. Non, il y en a pas. C'est pas un métier qui est courant, même s'il y a beaucoup de joaillerie, mais ils ne sont peut-être pas forcément gémologues et diamantaires. De par un cursus vraiment, soit ça a été transmis de génération en génération, donc ils n'ont peut-être pas forcément besoin d'aller à l'école parce qu'ils ont eu cette chance de pouvoir avoir un savoir qui a été transmis de manière générationnelle. Moi, j'avais pas eu cette chance. En tous les cas, mon père m'a donné une clé, comme il sait bien le faire, un conseil précieux, sans faire de jeu de mots, c'est peut-être tu veux changer de métier, mais sois technique. Et pour cela, fais une école. Et donc j'ai été technique, et c'est pourquoi j'ai fait cette école donc de gémologie pour devenir gémologue et de diamantaire pour devenir donc diamantaire. Mais c'est vrai que j'étais au milieu dans ma classe, dans mes classes, il y a toujours eu, j'étais effectivement la brebis galeuse. Tout le monde savait à l'issue du diplôme qu'ils allaient rejoindre la boutique familiale ou dont les parents avaient une mine et donc ils allaient travailler là, etc., etc. Et moi, en fait, je cherchais même pas à savoir ce que j'allais faire. En fait, je continuais à avancer parce que je croyais en mon destin et je savais qu'il y avait un grand sourire sur le mot destin et que voilà, c'était ma deuxième vie. J'ai eu la chance ensuite de pouvoir travailler chez Christie's et de pouvoir rencontrer des marchands de pierres qui m'ont donné des conseils extraordinaires et qui m'ont porté. Et j'ai su écouter ces messages parce que c'est toujours pareil. Dans la vie, on croise des gens, mais on ne retient pas forcément les mots. On retient pas forcément les messages. Tu t'es appuyé sur les opportunités. C'est ça. Tu es arrivé avec ta passion, en fait. C'est exactement. Ça qui a dû
les intéresser, C'est ça. Et donc, j'ai peut-être canalisé tous les messages et ça a vibré en moi. Et voilà, peut-être que j'ai été attirée par des opportunités. Et puis ensuite, j'ai osé me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais surtout, j'ai réussi à faire confiance à 2 familles de diamantaires avec qui je travaille à Anvers, puisque c'est pas évident non plus de pouvoir travailler à Anvers dans ce monde impitoyable, qui n'est fait pratiquement que d'hommes et où la place des femmes est peu courante. Alors qu'on parle de bijoux pour femmes, pourtant, parce que c'est quand même les femmes qui en consomment le plus. C'est ça. Et c'est un milieu très masculin, c'est comme la mode. Comme la bourse, en fait. Oui, c'est plus, oui. C'est un marché boursier. C'est un marché d'achat-vente de pierres précieuses, de négoce. Exactement. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ton métier? Donc, ton métier, c'est de créer des bijoux et de les vendre, pas principalement? Alors, les métiers d'art sont des métiers assez en dents de scie, évidemment. Je vis de ma passion, en fait. J'ai totalement changé ma manière de voir les choses quant à vivre de ça ou pas vivre de cela. C'est vrai que quand on sort d'un accident de voiture, en fait, on change complètement sa manière d'être et de penser. Je suis plus du tout matérialiste. Et c'est pas que je me contente d'eux, mais je suis nourrie par ma passion et je suis nourrie par mes clients. J'ai une clientèle très presque à connotation amicale. Pourtant, ce ne sont pas des amis. Mais j'ai comme maître mot de ne pas créer de frontières entre le mot client et le mot fournisseur, en fait, un fournisseur de bijoux, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais cette barrière qu'on met par exemple dans un magasin où la vendeuse voit arriver un client, ça c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ma nature et de ma personne. J'aime m'être à l'aise et donc il y a justement pas de frontières, il y a pas de froideur. Je dis d'ailleurs, quand on découvre un bijou ou quand on est à une de mes expositions, puisque je n'ai pas de boutique, je ne fais que des expositions, je suis itinérante, je dis toujours, ici, vous êtes comme à la maison. Vous regardez, peut-être que vous n'allez rien acheter, mais vous allez vous projeter et vous allez sentir mes bijoux. Le plus beau compliment, surtout venant d'un homme qui a repéré mes bijoux lors d'une exposition, il m'a dit « Florence, vous faites des bijoux de dame en un mot et en 2 mots. » Et c'est mon plus beau compliment. Ça veut dire qu'on a compris l'ADN de mes bijoux. J'ai mon approche du bijou. Mon approche du bijou, c'est justement, ce n'est pas un bijou qui correspond à un rang social qui est là pour montrer voilà, aux autres. C'est le contre-pied, parce qu'effectivement, un bijou, ça peut paraître, surtout un diamant, ça peut paraître ostentatoire pour marquer son statut social, et ça peut être superficiel. C'est pas quelque chose d'essentiel pour vivre. C'est ça. Donc, toi, tu as pris le contre-pied, c'est qu'en fait, ça va être quelque chose de très authentique. Oui. Qui n'est pas ce qu'on pense d'un bijou a priori au départ. Exactement. Toujours pareil, c'est toujours ce même ADN, ce même fil rouge, le fond intérieur, la beauté intérieure, l'authenticité, notre personne, notre personnalité. Et donc, c'est notre intérieur qui finalement embellit le bijou. C'est pas forcément le bijou qui est beau. Il est peut-être beau, mais c'est notre intérieur, notre histoire qui va lui apporter la beauté. Donc voilà, c'est vraiment le contre-pied. Et dans tout ce que j'essaie de faire, et j'espère faire bien passer ce message, c'est vraiment révéler la beauté de la femme, de l'homme, pour donc que cette beauté soit sublimée, que ce soit au travers d'un bijou ou au travers d'un vêtement, pour ceux qui créent des vêtements, ou voilà, c'est sublimer l'autre. Je trouve que la personnalité, le charisme, le caractère, la richesse de l'être humain, pour moi, c'est l'essentiel. C'est le plus enrichissant et il est là le diamant. Eh ben, écoute, je te remercie. On va finir sur cette belle phrase, sublimer l'autre à travers un bijou. On peut voir tes créations sur ton site Jewel to Face, c'est ça? Oui.
D'accord. C'est www.jewel2face.com. Pour James Forman, c'est www.jamesforman.com. D'accord. Et j'ai un compte Instagram, Florence Zetoun. Voilà. Écoutez, je vais inviter nos auditeurs à aller regarder. En tout cas, c'est magnifique. Moi, j'ai regardé. C'est très original. Et on sent que c'est vraiment très, très personnalisé. Il y a vraiment ta patte derrière et aussi l'histoire des personnes pour lesquelles tu as créé des bijoux. Je te remercie beaucoup. Merci Valérie. Et je donne rendez-vous aux éditeurs pour un prochain épisode et un autre métier. Au revoir Florence. Au revoir Valérie. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.